Très bien. Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer le webinaire d'aujourd'hui. Webinaire qui s'intitule donc Comment la gestion vétérinaire du troupeau peut-elle protéger la biodiversité des prairies et des estives? Donc, c'est un webinaire qui est basé sur le témoignage du GAEC de Berne. Donc, on a aujourd'hui Daphné Merveillet qui va nous présenter la ferme et ce qu'ils font sur cette thématique-là. Euh, Peut-être juste en introduction, alors quelques règles de fonctionnement pour le webinaire. Donc, on est en mode webinaire, donc seulement les intervenants peuvent prendre la parole. Par contre, vous pouvez poser toutes vos questions, vos remarques par écrit dans l'onglet Q et R. Donc, pendant la présentation, nous, avec ma collègue Laura, on pourra vous répondre directement à vos questions. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une phase de présentation d'à peu près voilà, une trentaine de minutes et puis après des séquences d'échange. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse répondre à toutes les questions à ce moment-là également. Si vous avez un problème technique, vous pouvez utiliser l'interface chat et voilà, on pourra vous aider là, s'il y a un problème d'affichage ou autre pour que vous puissiez suivre le webinaire correctement. Solagro, Solagro, c'est une entreprise associative qui a 40 ans aujourd'hui et qui travaille sur les services de transition écologique, donc sur différentes thématiques, l'énergie, le climat, l'alimentation et l'agriculture. On est une soixantaine d'ingénieurs, et énergéticiens ou sociologues qui sont basés à Toulouse et à Lyon. Et on aborde de manière un peu systémique les enjeux de transition, et notamment sur l'agriculture, l'agroécologie et la prise en compte de la biodiversité en agriculture. Et sur ce sujet spécifiquement, on a monté un projet qui s'appelle OSAE depuis 2008. OSAE, Oser l'agroécologie, donc c'est un centre de ressources qui recense des savoir-faire des agriculteurs et des agricultrices engagés vers l'agroécologie pour le partager vers le plus grand nombre. Donc c'est un site web concrètement qui présente plus d'une soixantaine de témoignages de fermes diversifiées qui retracent leur parcours, leurs pratiques et aussi les conseils pour enclencher les changements. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site oser-agroécologie.org. Et dessus, vous avez des témoignages, des vidéos, plus de 200 vidéos également, des actualités régulières. Et du coup, Osae, ça nous permet aussi de partager dans des moments comme aujourd'hui sous la forme de webinaires et aussi avec des visites terrain avec la quinzaine de l'agroécologie qui a lieu tous les ans en début d'année. Et l'année dernière, on avait fait une visite au sein du GAEC de Berne dans le cadre de la quinzaine de l'agroécologie. Euh, voilà, et puis peut-être juste en introduction avec la présentation qui va suivre de Daphné. Aujourd'hui, un peu les questions qui se posent sur les enjeux de biodiversité et de production agricole, c'est comment, dans un contexte de crise de la biodiversité, d'impact du changement climatique, on peut concilier production agricole et préservation de la biodiversité, mais aussi inversement, comment et quels sont les rôles et les services que la biodiversité peut-elle rendre à la production agricole. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vais laisser la parole à Daphné qui va nous faire une présentation. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà en préambule, ce que je vais vous dire, c'est vraiment comment on fonctionne dans notre ferme. Il n'y a rien de révolutionnaire. Voilà. Je me dis que peut-être certains seront déçus parce que c'est assez simple. Mais voilà, Solagro nous a dit, bah si, présentez votre fonctionnement, ça peut être intéressant. Et donc voilà, le, la diffusion d'infos, c'est vraiment ce qu'on fait depuis des années et c'est relativement simple. Donc, on est en GAEC
avec mon mari, Sylvain. Donc moi, je suis Daphné Mervoyer. C'est une ferme en bio. C'est une reprise familiale. Les parents de Sylvain étaient agriculteurs. On a fait une transition en GAEC à 3 entre 2009. Donc 2009, c'est le moment où GAEC a été créé et c'est où on s'est installé. Et 2019, où le père de Sylvain est parti. C'est une ferme qui a depuis le début, dans les années 80, des vaches. Pendant un temps, il y a eu des pêchers aussi en parallèle. Mais en fait, comme il y avait également du pâturage, des vaches ont été mises voilà, à côté des pêchers pour pâturer. Et voilà, l'arrivée des vaches s'est faite de façon progressive et en fonction du territoire. Donc le pâturage a toujours été complètement au cœur de l'élevage des vaches. Et l'idée, c'était d'utiliser les territoires et les espaces qui étaient disponibles. Donc c'est vrai que nous, dans notre coin, on est complètement au sud de la France. C'est des lieux secs où il y a pas mal de landes et parcours. Et voilà, elles ont été dès le début intégrées puisqu'elles étaient là et à disposition. Donc c'est pour ça que la surface de la ferme, c'est pas mal, 428 hectares. Ça inclut, vous le verrez plus tard, des surfaces peu productives, mais pas que. Et donc voilà, on travaille maintenant, mon mari et moi. Donc le cœur de la ferme, c'est des vaches au braque, donc en AB, plein air. Donc vous voyez sur le camembert, il y a beaucoup de surface pastorale. Donc à l'intérieur de ça, il y a une estive. Dans les 197 hectares, là, c'est une estive où on va à 1h30 de route de chez nous. C'est vrai que l'été ici, vraiment, il fait très chaud, très sec et il n'y a plus de pousses d'herbe. Vraiment, il n'y a pas de pousses. Il y a une pousse au printemps, il y a une pousse à la fin de l'été. Et en dehors de ça, c'est à peu près tout. Voilà. Donc, la ferme, donc on produit tout en viande. Tous les animaux sont finis. Donc, on va jusqu'à la fin du produit. On a un gros taux de renouvellement. Ça c'est un peu en lien à la fois avec le fait qu'on vend de la viande. Faire beaucoup de renouvellement, c'est aussi avoir à disposition pas mal d'animaux qu'on pourra assez facilement réformer. Donc, c'est vrai que c'est... Même il y a des fois des animaux, on les fait véler une fois et elles ne sont pas choisies après un premier vélage. Donc là, ça nous donne un volant plus large d'animaux et on trouve ça confortable. Et donc, il y a aussi une partie de production de céréales dans la ferme. Historiquement, au départ, cette petite partie de céréales, les 10 hectares, c'était pour faire de l'orge. Et c'était grâce à l'orge qu'on engraissait les vaches d'engraissement. Et puis, à un moment donné, plusieurs facteurs ont fait qu'on a changé notre fusil d'épaule. De toute façon, l'orge, il fallait le compléter avec des protéines végétales. Donc, on achetait des tourteaux. Puis, à un moment donné, le tourteau était plus disponible. Donc, on a testé un aliment complet de chez Aurouze. Et on a bien aimé le rendu. Ça fonctionnait bien, tous les animaux le prenaient bien, etc. Et à ce moment-là, on s'est dit, ben, si nos céréales d'orge qu'on faisait, on les basculait dans d'autres productions. Donc là, on fait du corazan et du petit épeautre. Et en fait, nous, on n'est pas une zone de bonne production de céréales. Donc déjà, en orge, on avait des petits rendements. Et ces deux céréales-là que j'ai dit, petit épeautre et corazan, c'est aussi des céréales à faible rendement. Mais en fait, chez nous, ça marche bien. Enfin, c'est pas pire qu'à... Enfin, voilà, on s'y retrouve. C'est plus intéressant. Donc, on a fait ce choix-là de perdre notre autonomie quelque part sur la partie céréales. Mais c'était pas si grave que ça, puisque vous allez le voir, la partie engraissement, en fait, c'est qu'une toute petite partie de la ferme. Le complément, le concentré, là, on n'en donne qu'à l'engraissement. Donc, toutes les mères, enfin voilà, il y a finalement peu d'animaux et ça ne fait pas des quantités énormes sur l'année. Et donc, voilà, on est content de cet équilibre. Et puis, l'autre avantage aussi de ces céréales anciennes, là, c'est qu'elles font beaucoup de paille et que comme on est en litière accumulée, on a besoin de paille. Voilà, donc pour nous, on s'y retrouve bien comme ça. Donc,
On peut passer à la diapo suivante où voilà, la partie vente directe nous occupe pas mal. Elle est possible grâce aux outils locaux qu'on a. Ça, c'est vraiment un élément fondamental. Les éleveurs peuvent faire de la vente directe s'ils ont des outils. Et c'est vrai que les abattoirs, ils ont du mal en ce moment. La concurrence est rude, le manque d'animaux, le manque de bovins fait que les gros abattoirs et les gros abatteurs essayent de ratisser le plus large. Mais si on perd nos petits outils locaux, on perd notre autonomie et vraiment on a à y perdre, que ce soit du côté éleveur ou du côté boucher. C'est vrai que là, depuis une dizaine d'années, un travail a été lancé et porte ses fruits. Une association s'est montée, la Viande des Pyrénées-Audoises, qui refait un lien fort entre les éleveurs et les bouchers. Tout le monde est content. C'est vraiment des... Et puis s'il n'y avait pas d'abattoir, en fait, ce lien-là, il ne serait plus possible non plus. On a aussi une asso locale de producteurs, de différents éleveurs de vaches, pour vendre du jeune bovin bio sous la marque Tendredoc. Ça, c'est à destination de la restauration collective, restauration commerciale et magasin bio. C'est une marque de jeunes bovins bio. Donc là, c'est pareil, si on n'a pas les outils, on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est vrai que les outils autour des fermes, c'est hyper important. Et donc voilà, nous, on a un abattoir, il est à même pas 10 km de la maison. Il vient de changer de mode de gestion. Donc les murs appartiennent à un syndicat mixte depuis longtemps. Hein. L'abattoir a été créé en 1995. Et la structure de gestion, c'était une ERL qui a basculé en SIC. Avec, du coup, dans l'organisation de gestion, il y a tous les partenaires. Et on pense que ça va être bien plus confortable et bien plus multipartenarial, puisque vous voyez, les collèges sont constitués de quasiment tous ceux qui ont intérêt à ce que l'abattoir fonctionne et perdure. Donc voilà, ça c'est un des éléments importants de notre fonctionnement. Un témoignage aux AI avait été fait l'année dernière ou il y a 1 an et demi. Voilà, il y a plus d'éléments sur le document, sur la plateforme Osaï. Voilà. Donc ça voilà, c'est le contexte global de la ferme. Et plus précisément maintenant, on va basculer sur les côtés vétérinaires et bien-être animal au sein de la ferme. Donc le premier, là vous allez avoir deux diapos qui remettent en lumière et à l'esprit l'effet des antiparasitaires sur l'environnement. Alors je ne suis pas une énorme spécialiste des antiparasitaires parce qu'en fait on n'en utilise pas. Mais voilà, donc de ce qui est connu sur les antiparasitaires, ils vont sur la vache ou dans la vache, ils se retrouvent un peu partout, y compris dans les bouses. Et voilà, une fois que c'est au sol, ça a des effets sur les insectes qui se nourrissent des bouses. Et ces insectes eux-mêmes sont à la base de l'alimentation de toute une diversité d'animaux et qui donc souffrent du fait que les insectes coprophage sont perturbés par les antiparasitaires. Donc à la fois le nombre d'animaux coprophages est impacté, donc c'est les deux graphiques d'en bas, ils vivent moins bien et plus la quantité de traitement est importante, plus ils mettent du temps par exemple à détecter les bouses et leur temps de vie et leur capacité à perdurer dans le temps, c'est le tableau de droite, baisse avec le temps. Donc ces deux éléments en fait là tangibles et chiffrés et connus. Si ensuite on regarde les cycles de la dégradation d'une bouse, on voit qu'en fait c'est un élément hyper important des prairies. Une prairie, pour bien fonctionner, il faut qu'il y ait de la vie à l'intérieur.
de la vie du côté des plantes et de la vie du côté du sol. Et c'est vrai une prairie où il y a des antiparasitaires qui se diffusent par les bousses des vaches va conduire petit à petit à une prairie moins vivante d'un point de vue global de tout ce qui concerne la prairie. Voilà, donc voilà, quand on sait ça, on se dit bon ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier et ne pas passer par ces produits-là. Alors bon là, nous, quand on a pris la suite de la ferme, il y avait déjà très peu de traitements antiparasitaires. Je pense qu'on peut passer à la diapo d'après. Et donc voilà, peu ou pas de traitement. Et c'est qu'à posteriori, au bout de quelques années de pratique comme ça, parce qu'on a même eu au départ, quand on a repris la ferme, quelques années où on n'avait absolument rien fait. Et c'est en se formant ensuite et en cherchant des infos sur est-ce que ne rien faire, c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'on s'est rendu compte que ça allait déjà pas mal sans avoir de traitement en particulier. Et l'analyse qu'on en fait maintenant, donc ça fait 15 ans à peu près qu'on pratique comme ça, c'est que pour que le troupeau soit en bonne santé, il faut respecter ses besoins. Donc, les besoins primaires d'une vache, c'est une alimentation naturelle et de qualité. Et j'entends par là, on ne fait pas d'enrubanage. Donc, je pense que ça a un impact sur la digestion. Voilà. Tout le temps où c'est possible, elles sont au pâturage. Donc, elles sont dehors et elles prélèvent, elles mangent ce qui est disponible, ce qui pousse. Et donc, il y a énormément elles mangent plein de choses différentes. Donc voilà, moi je pense que c'est un des éléments qui fait qu'elles sont en bonne santé. Donc un autre élément, c'est avoir de la place. Donc à la fois de la place à l'extérieur et de la place à l'intérieur. Nous, chaque bâtiment qu'on a soit construit, soit rénové, il y a des espaces intérieurs qui sont toujours en lien avec des espaces extérieurs. Vous en avez là sur la photo. C'est vraiment partant très très mauvais, elles se mettent à l'abri. Mais bon, voilà, comme on est complètement dans le sud, il y a quand même la plupart du temps, elles sont dehors, quoi. Donc, si on leur laisse le choix, elles sont un peu dedans, beaucoup dehors. Donc voilà, je pense que c'est aussi une des phases de dans leur vie où elles se sentent bien et en fait, elles ne sont pas stressées par la proximité immédiate d'animaux juste à côté. Et le troisième élément, c'est de passer par les produits vétérinaires alternatifs. Voilà, il y aura par exemple sur les parasites externes, il y a une diapo sur ça avec un produit qu'on fabrique et un mélange qu'on fait. Donc, on peut passer à la diapo. Donc voilà, au niveau alimentation, vous avez ici la succession de tout ce que les vaches mangent sur une année. Donc on a alors la chance ou la malchance, j'en sais rien. Voilà. Donc on utilise ce qu'on a. Et donc on a des prairies permanentes pour le printemps, une estive en été. Pendant que les vaches sont à l'estive, il y a des foins qui sont faits sur la partie d'en bas, là, Nébias. À la fin de l'été, il y a une repousse de ces prairies de fauche. Les vaches y passent, donc c'est des prairies où il y a une fauche, puis un pâturage d'automne. Et puis, une fois que tout ça est mangé, les animaux reviennent à campagne, donc le site plus vers le haut. Et là, elles basculent dans des landes qui n'auront été mangées qu'à ce moment-là. Et il y a de quoi faire, il y a des choses à y manger. Et voilà, l'année continue, elle bascule au foin. Et donc, les vaches n'ont que du foin de prairie naturelle et du foin de légumineuse.
pendant toute la partie hivernale. Elles n'ont pas de concentré. Donc voilà, c'est le moment où elles font leur veau, nous les vélages sont là. Donc voilà, ça fait ça boucle l'année entière d'une vache, et donc c'est une chance pour nous. On a une succession de types de pâturage et les retours se font de façon espacée. Et ça, c'est vrai que c'est un élément qui favorise enfin, qui permet de moins se reparasiter, quoi. Les animaux reviennent au bout d'un long temps sur des parcelles où ils ont été. Alors au printemps, il y a quand même dans la partie prairie permanente autour de la maison, là on a plusieurs pousses successives. Donc elles passent plusieurs fois au même endroit, mais on respecte la règle des 3 semaines. Donc elles ont des petits parcs, des petites entités qui leur durent 1 ou 2 jours, et elles tournent, elles avancent petit à petit sur chacune des prairies. Donc voilà, le scinder les prairies en petits morceaux permet qu'elles mangent bien un endroit, puis bien un autre, puis bien un autre, et voilà. Et elles reviennent, on essaye voilà, au bout de 3 semaines, 1 mois. Donc en fait, elles viennent 2 fois ou 3 fois si on arrive à faire une mise à l'herbe vraiment précoce au même endroit. Voilà. Et donc pour la partie engraissement, elles ont un complément, et c'est là où on leur donne cet aliment complet, en plus du foin qui est toujours à volonté. Et c'est des quantités d'aliments qui sont relativement faibles. Les fermes d'à côté avec qui on discute, on donne moitié moins. Et en fait, elles ne profitent pas plus mal, elles profitent aussi bien, quoi. Voilà. Donc, bon, voilà, ça reprend un peu la succession des pâturages au fur et à mesure de l'année. Et donc, nous, quand on sélectionne nos génisses de renouvellement, on veut qu'elles soient habituées à ça. Enfin, voilà, on sélectionne, y compris sur leur capacité à bien profiter sur les différents types de pâturage qu'on a. Donc, par exemple, sur le lot des vaches qu'on va bientôt mettre au taureau, là, celles qui ont 2 ans, elles ont passé tout l'hiver, elles, dans une lande qui est juste en dessous de la ferme. Donc, elles y passent 2 mois. Et donc là, c'est ces jours-ci, là. Il faut qu'on choisisse qui on va garder. Et on fait un peu exprès de les passer là à un moment c'est un peu rude pour elles. Et comme ça, on va directement voir celles qui ont bien profité sur cette zone qui n'est pas du tout riche. Et voilà, donc on va pouvoir choisir les meilleurs. On n'en élimine pas beaucoup, hein. On en retrie après, mais voilà, celles qui n'auront pas bien grandi sur ces types de pâturage, on ne les gardera pas. Donc c'est vrai que ces zones-là qui sont pauvres, enfin pauvres d'un point de vue production, elles sont parfois pas utilisées, mais nous, voilà, comme c'est ce qu'on avait beaucoup autour de chez nous, on les a vraiment intégrées à à nos rotations, et au final, on les trouve très utiles. D'autant plus que c'est des zones où des espèces un peu différentes poussent, et au fond de moi, je suis sûre aussi que ce qu'elles mangent là, dans ces zones à faible production, ça leur fait déjà un goût de viande et de gras qui est très bon, et ça doit les vermifuger. Voilà. C'est des antiparasitaires naturels. Voilà, on peut passer à la diapo d'après. Donc c'est vrai qu'avec déjà cette méthode qui est liée à notre secteur, avec ces méthodes, on trouve que les animaux sont déjà en bonne santé. Alors c'est vrai que sur le côté parasites externes, des mouches, il y en a forcément, hein, dans une ferme d'élevage, des mouches, il y en a. On a des tiques aussi. Et il y a des années où vraiment elles en sont couvertes. Enfin, ça peut aller, ça peut être beaucoup. Donc on a mis au point avec le veto, enfin donc c'est des échanges avec le veto et avec le GIE Zone Verte. Je crois bien qu'on
on avait eu une formation et donc on avait testé ça avec eux. On fait un mélange avec des huiles essentielles du coup. On donne aussi des seaux alléchés avec de l'ail. Voilà, on évite le surpâturage. Voilà, toutes ces méthodes qui sont là, on essaye au maximum de les mettre en place. Et je crois que la diapo d'après, on a la formule de ce qu'on met. Voilà, donc sur les huiles essentielles, c'est un mélange d'eucalyptus, citronnelle, géranium et lavandin. On sait qu'à la fin, il faut avoir 1 millilitre par vache. Et on leur en met sur le dos, là, sur la ligne du dos, et sous la queue, vers la mamelle. On voit là ma fille qui fait avec un pchit-pchit acheté dans le commerce, hein, parce que des fois, là, il y a des mouches plates ou des tiques qui se sont concentrées là. Et on vaporise ça, ça se dégrade assez rapidement, mais ça a fait tomber à un moment voilà, au moment où on le met en général à la transition entre la ferme et la montée en estive. Donc voilà, elle monte en estive avec moins de mouches, moins de temps et moins de tiques. Et voilà, on a quand même de l'entérotoxémie chez nous, donc ça c'est une maladie contre laquelle on fait un vaccin pareil au printemps. Et ça il y a eu un moment la BVD qui avait tourné, et donc on avait fait 1 année de vaccin. Mais c'est vrai que mis à part ça, on n'a pas grand-chose. Les boiteries souvent se résorbent d'elles-mêmes et elles sont peu fréquentes. Et surtout, un des éléments qui nous rend confiants, c'est que donc on a énormément d'animaux qui partent à l'abattoir, là, l'abattoir pas loin de chez nous, et de temps en temps, je vais discuter à la fois avec les gens sur la chaîne ou avec les services vétérinaires. Et donc, même si on a très souvent des observations de petites douves ou de grandes douves, que ce soit des observations vivantes ou juste des passages à un moment donné, en fait, l'animal n'en a pas souffert. Et donc, alors c'est vrai que voilà, notre méthode ne rend pas les animaux exempts complètement de parasites, mais ce qui nous rend voilà, confiants sur la méthode, c'est que l'animal n'en souffre pas, et à la fin, ben, on a des carcasses qui sont aussi belles, et voire mieux, que les animaux qui ont eu des antiparasitaires. Donc c'est vrai que ça ne donne pas envie de modifier la méthode. Voilà. Et je crois que c'était la dernière diapo, ou pas, il me semble. Hein. Voilà, donc mission à peu près accomplie, j'ai l'impression. Je suis prête à répondre aux questions. Ouais, merci beaucoup, Daphné. N'hésitez pas à compléter les questions que vous avez là dans l'onglet questions-réponses. Il y avait une première question pour savoir si vous vous y retrouvez économiquement avec un taux de réforme élevé, et notamment le fait que est-ce que le fait d'avoir un temps suffisant pour avoir un retour sur investissement par rapport au fait voilà, alors je comprends pas la fin de la question, mais est-ce que le taux de renouvellement élevé est pas impactant économiquement pour vous, ou au contraire, est-ce que c'est un atout sur votre ferme? Alors moi, je vois ça complètement comme un atout. Alors, il y a 2 éléments en fait là-dedans, dans la gestion du renouvellement. Il y a, on garde toutes nos femelles, donc déjà ça nous permet de les voir évoluer, etc. Nous en fait sur la ferme et sur les besoins en viande, voilà, parce qu'on a un fichier client et puis on a des demandes régulières. On a pas mal de demandes en viande rouge, donc on est toujours un peu juste en viande rouge. Donc on garde toutes les femelles et elles font un premier veau.
beaucoup font un premier veau, et c'est après qu'on ne peut, on peut garder les meilleurs, quoi. Donc, on n'a pas le risque de ne pas avoir assez de renouvellement. Et puis donc, dès qu'il y a un problème, voilà, une vache qui a un comportement qui est pas sympa, une vache vide, enfin, il y a plein de critères de réforme. Ben, on sait qu'on aura une jeune sous la main, donc on peut réformer de façon assez libre. Je sais qu'il y a d'autres fermes à côté. Ils ont, mettons, pareil, le même nombre de vaches que nous, mais chaque année, il y en a 3 ou 4 seulement qui rentrent. Et ben, ça veut dire qu'ils vont garder des animaux qui produisent pas bien, des animaux qui sont pas forcément sympas. Et puis, c'est comme si c'était inéluctable. Alors que, bon, après, c'est vrai que si quand on fait pas de vente directe et qu'on n'a pas de solution simple pour la vente, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et puis, en fait, on a 55 mères, on a tout le troupeau de renouvellement, on a donc régulièrement 150 animaux. Si on faisait pas autant de renouvellement, on aurait plus de mères. Enfin voilà, l'équilibre se fait avec les animaux qu'on choisit d'avoir. Ok, merci. Peut-être pour rester sur le troupeau et les animaux, il y a une question sur la race Aubrac. Est-ce qu'elle est connue pour être résistante particulièrement aux parasites ou pas? Alors, je ne sais pas si elle est connue pour la résistance au parasitisme. Elle est rustique. Ce qu'elle est connue pour faire, c'est de résister même à des temps un peu de disette, de continuer à faire du lait, voilà, même si elle a un peu moins à manger, de s'adapter à plein de types de surfaces différentes. Elle n'est pas difficile sur l'alimentation. Voilà. Donc c'est, je pense qu'il y a des races, si on les mettait dans des landes, elles tiqueraient un peu et elles, euh, elles profiteraient pas. Donc ça, oui, sur l'alimentation, c'est clair, c'est sûr. Et sur le côté voilà, à s'adapter à ce qu'elle a. Peut-être que ça inclut une capacité à résister au parasitisme, mais je pense que ça, c'est un truc valable avec toutes les races rustiques. Ok. Et peut-être pour rester un peu sur les animaux et sur la sélection, il y a une question de savoir quels sont vos critères précis pour sélectionner les génisses une fois qu'elles sont dans les landes, pour savoir si elles restent ou pas dans le troupeau. Alors, au moment où donc elles ont passé leurs 2 mois dans les Landes, et on va donc choisir celles qui vont au taureau. En gros, on en choisit, enfin, il y en a, allez, 8, 8 10 qui vont pas au taureau. Donc, sur 25. Euh, Déjà, premier truc fondamental, faut pas qu'elle ait peur. Il faut que quand on déplace le troupeau, quand voilà, on la fait partir plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, elle le fasse. Parce que, comme on repose sur le pâturage, des déplacements dehors, d'un pâturage à l'autre, il y en a plein. Donc, il faut les animaux qui suivent et qui sont, voilà, qui n'ont pas peur. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, sur les formes. Donc, il faut un dos qui va bien, des aplots qui vont bien, un bassin qui va bien. Voilà, donc les formes. On est au contrôle de performance, donc on a des pointages, des pesées, etc. Donc on fait aussi, on observe voilà, les pointages de chacun des animaux, donc les pesées qu'ils ont eues à 120 jours, 210 jours, d'autres pesées éventuellement qu'on aurait fait, les pointages que, que le DE a fait enfin, avec nous. Donc voilà, ça c'est un critère. On regarde les mères aussi. Et puis voilà, ça nous détermine les animaux qu'on garde pour mettre à la repos. Ok, merci. Euh, Est-ce que sur les pratiques véto, en tout cas un peu alternatives, notamment sur l'huile essentielle,
Est-ce que vous avez suivi des formations avec des vétérinaires, des formations spécifiques sur l'utilisation d'huiles essentielles? Il y a une question aussi sur les huiles essentielles, c'est à quelle fréquence d'application vous le faites sur vos vaches? Et aussi, il y a une question un peu dans le même sens, c'est est-ce que vous apportez aussi des oligo-éléments dans la ration ou pas? Oui. Alors, sur les huiles essentielles, je sais qu'on avait fait 1 ou 2 formations quand on s'est installé. Le Biocivam avait organisé quelque chose. Je ne sais plus vous dire qui exactement avait fait l'intervention. Mais oui, c'est en fait, on n'a pas inventé ça de nulle part, hein. On l'avait voilà, vu avec quelqu'un en formation. Les oligo-éléments, donc dans les soies léchées, il y en a. Alors c'est vrai que des fois, il faut regarder les pourcentages, etc. Bon, c'est vrai que voilà, on sait qu'il y en a dans les soies léchées qu'on trouve à la COP, pas loin de chez nous. Euh, Est-ce que c'est les meilleurs de meilleurs? J'en sais rien. Mais bon, voilà, d'un point de vue global, pour l'instant, on est content de comment, de comment grandissent nos animaux. Et sur ces pratiques un peu alternatives, il y a une question de la perception. Est-ce qu'elles sont bien perçues par les autres agriculteurs du territoire, les autres éleveurs et éventuellement les salariés de l'abattoir ou les vétérinaires locaux? Enfin, comment c'est perçu localement? J'ai vu aussi un petit message là sur les foies. Alors c'est vrai que il y a quand je m'occupais de l'abattoir il y a 10 ans à peu près, le technicien qui faisait les contrôles des foies et tout ça, alors il savait pas forcément quels étaient mes animaux à moi. Il était là, oui, mais bon, il y en a, c'est hyper parasité et tout. Et en fait, en le faisant parler, donc ouais, il trouvait ça nul de pas faire d'antiparasite. Et puis en le faisant parler, à la fin, il dit mais bon voilà, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est le foie ou est-ce que c'est l'animal global, comment il va, comment est sa carcasse et ce que ça a comme impact dans la nature quoi. Et bon voilà, après oui, il avait fini par dire bah oui effectivement, c'est vrai que euh, euh, abîmer un peu la nature, plus perturber les équilibres à l'intérieur de la panse, parce que bon, voilà, dès qu'on donne un produit, ça peut perturber l'animal. Tout ça pour un foie. Alors c'est vrai que moi, des foies d'animaux adultes, j'en ai pas. Zéro. Enfin, alors en plus, dans notre petit abattoir à Quillan, là, la technicienne actuelle considère que, et alors, et quelque part, c'est ce qui est écrit dans les textes, hein, si il y a bon, une observation de parasites, oui, mais même s'il y a la preuve d'un passage de parasites, même révolu, donc un épaississement des canaux, là, hein, des petites, sur les canaux à l'intérieur du foie, des petites calcifications, donc ça fait comme des petites taches blanches sur les canaux. Du moment qu'il y a un peu de ça, le foie est saisi. Et donc, mes animaux, à partir de 2 3 ans, j'ai plus un seul foie. Sauf quand cette technicienne est en vacances. Là, je peux en avoir quelques-uns. Mais donc voilà, il y a le critère de saisie. Des fois, c'est un peu sur. Les gens sont surprotégés. Sachant que la saisie d'un foie sur douve, petite douve, c'est de la salubrité, c'est pas du sanitaire, donc c'est très différent. La salubrité, c'est que c'est saisi parce que ça pourrait dégoûter les gens. Ces petites calcifications là, c'est pas exactement comme ça que ça doit être, et donc c'est saisi parce que voilà, ça pourrait avoir un aspect répugnant et pas un problème de santé. Voilà, mais bon, même avec ça, c'est vrai que voilà, le foie de bœuf, c'est pas le cœur de ce qu'on vend. Et donc, bon, ben voilà, oui, on récupère quasiment aucun de nos foie. Voilà.
Il y avait une question, peut-être pour continuer sur le sujet du parasitisme, ou une remarque en disant que voilà, avec le pâturage tournant dynamique, on observait beaucoup de grandes douves sur les bêtes et que ça bloquait un peu l'engraissement des animaux. Chez vous, est-ce que finalement ça impacte leur engraissement ou pas finalement, le fait aient été parasitées à un moment donné ou à un autre? Alors en fait, là, donc, vous avez vu toute la succession de ce qu'elles mangent au fur et à mesure d'une année. Le, le pâturage tournant dynamique, il est 2 ou 3 mois dans l'année, 2 mois et demi. Donc c'est peu finalement par rapport à tout le reste. Euh, et donc voilà, on n'a pas repéré plus que... Parce qu'au tout début, on ne faisait pas ça. Il y a 15 ans, on ne le faisait pas. On a commencé peut-être, je ne sais pas moi, il y a une dizaine d'années à peu près, et puis en le faisant de mieux en mieux. Déjà en rescindant les parcs. Déjà, au lieu d'avoir un parc de 10 hectares, on en fait 2 parcs de 4. Et puis après, petit à petit, d'avoir vraiment des découpages au plus proche de ce dont elles ont besoin sur 1 ou 2 jours. Ça, j'ai pas remarqué qu'il y avait plus de grandes douves maintenant. Mais bon, voilà, je pense que vraiment, ce qui compte, c'est qu'on ne fait pas ça toute l'année. Donc peut-être, c'est vrai que les vaches qui reposent sur ça toute l'année, peut-être, je ne sais pas. Il y avait une question, alors peut-être plus sur l'angle gestion paysagère. Il y a une question, est-ce que vous avez la présence de zones humides sur votre SAU? Et aussi, est-ce que vous aviez des haies, planté des arbres et des haies? Qu'est-ce que ça donnait aussi en termes d'entretien de ces espaces et notamment des infrastructures agroécologiques? Alors, zone humide, classifiée, tout ça, je pense pas. Euh, voilà. Il y a des endroits plus ou moins humides que ça, mais zone humide, je pense que c'est un terme avec une définition précise. Et voilà, on en a pas chez nous, on a plutôt des zones sèches. Euh, et au niveau, oui, haies, alors bon, il faut quand même voir, dans les photos, là, il y avait une photo où c'était une vue aérienne, hein, au fond, on voyait la ferme. On a une alternance de landes, prairies et bois. Voilà, la ferme est constituée comme ça. Donc, voilà, ouais, voilà, elle est là. Donc, la ferme, elle a déjà un morcellement et un patchwork de plein de milieux différents les uns à côté des autres. Mais on a quand même, sur une des prairies là, que, qui était justement un peu grande et qu'on rescinde toujours au printemps pour la manger, on a implanté une haie fruitière. Alors elle est encore toute petite, hein. On l'a implantée il y a 3 ans. Donc on a d'abord fait pousser, ensuite greffé. Donc voilà, les arbres font 1 mètre. Et donc voilà. Et là, sur cet hiver, on a lancé un autre projet, mais là, c'est pareil. Les arbres, ils sont grands comme ça, là. C'est de faire. On a fait une parcelle d'arbres fourragers. Donc, donc, on est accompagné par Arbres et Paysages 11 dans l'Aude. Et donc, on a implanté presque 500 arbres euh, avec des essences fourragères, donc du mûrier blanc, du tilleul, du saule et du frêne. C'est avec des frênes, on en a qui poussent naturellement. Et alors, ceux qui sont dans des parcs avec des vaches, ils sont, euh, ils sont taillés. La partie basse, il n'y a jamais une feuille. Enfin, même, ils sont taillés par les vaches, quoi. Donc, le frêne, on sait que ça, elles en mangent bien, bien. Donc voilà, on a planté ces arbres-là cet hiver et dans 3 ans, on saura s'ils se sont bien implantés et si on arrive à faire cohabiter ces petits arbres qu'on va trogner, hein, et leur donner en fin d'été. Voilà, on saura ça dans 3 ans.
Ok. Il y avait une question sur les enjeux un peu de biodiversité. Est-ce que vous aviez fait des relevés ou inventaires botaniques, floristiques sur vos parcelles? Et est-ce que depuis que voilà, vous ne traitez pas, depuis le début, est-ce que vous observez une amélioration de la faune, notamment des insectes coprophages ou pas, ou sur votre ferme? Alors bon, ça fait hyper longtemps qu'il n'y a pas d'ivermectine, par exemple, chez nous, donc je ne peux pas témoigner d'une différence. En revanche, le côté chez nous, donc quand les bouses sont au sol, assez vite, elles sont, voilà, comme le cycle qu'on a vu sur un des tableaux là, elles disparaissent quoi. C'est vrai que quand on est même des fois à la montagne, donc où il y a notre montagne, on est mélangé à d'autres. Hein. Justement, la photo qui est là à l'écran, c'est notre estive. Il y a différents types de races, différents types d'animaux, donc voilà, avec des pratiques différentes les unes des autres. Ça arrive qu'on tombe sur des bouses où on a l'impression, en fait, elles sont figées, quoi. Il n'y a pas de vie, elles sont telles quelles, elles ne bougent pas, quoi. Comme si elles se momifiaient. Donc, et c'est vrai que dans la parcelle là où on a planté les petits arbres, c'était rempli de vers de terre. Voilà, c'est des signes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas du avant et après chez nous, voilà, puisque ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu d'antiparasitaire, mais il y a des éléments visibles qui sont positifs dans nos parcelles. Ok, alors je passe à cette diapo parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la fréquence à laquelle vous appliquez les huiles essentielles? Oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié de répondre tout à l'heure. On le fait une fois par an. On fait un passage au printemps. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, donc quand elles sont en sortie d'hiver, là, quand elles vont partir à l'herbe, en général, ça va. C'est en général mi-avril, on va dire. Euh, voilà, au niveau mouche, il n'y a pas une quantité folle. Elles ont déjà eu le soin là et donc ça doit un peu le gérer. Et au niveau de tiques, ça va bien. Donc voilà, elles partent au pâturage chez nous, autour de la ferme. Et c'est quand on se prépare pour monter à l'estive, là, que on, voilà, on veut qu'elles perdent leur tic et qu'elles perdent les mouches. Donc voilà, c'est une fois par an. Alors après, on sait bien que ça n'a pas du tout la même. Euh, c'est pas du tout aussi efficace que le Butox. Hein. Ça, loin de moi de dire ça. Mais par rapport à nos besoins et ce que ça fait aux vaches, voilà, nous, on en est satisfait. Voilà. Après, je pense qu'il peut y avoir des gens qui trouvent que c'est pas assez. Ça pourrait peut-être se faire 2 fois dans le printemps s'il y avait besoin, mais voilà, l'un dans l'autre, nous, voilà, ça nous convient comme ça. Ok. Et il y avait dans le même genre de questions, il y avait quelqu'un qui avait repéré des bouteilles de vinaigre. Alors, est-ce que tu utilises du vinaigre dans tes préparations ou pas, ou c'est juste des contenants? Non, non, c'est des contenants. Là, la photo, c'est de l'huile de tournesol. Et alors, c'est vrai que l'espèce de truc au fond, là, avec le bouchon vert et le bouchon blanc, ça, c'est le contenant du Butox. Ça devait être la première année de la FCO, genre, je sais plus quand c'était, 2009, 10, enfin voilà, dans ces années-là. On avait acheté une bouteille de Butox. Parce qu'ils disaient, ben voilà, si vous voulez pas que ça se diffuse, il faut déparasiter. Et donc, voilà. Et on trouvait que pratique là, pour mettre sur le dos des animaux, le contenant est très bien. Donc voilà, on a gardé ça depuis ce moment-là. Et non, là, voilà, c'est des vaporisateurs pour atteindre le dessous de la queue et la mamelle. Et le stock pour faire
mettre sur la ligne du dos des animaux. Donc vinaigre, non, c'est pas un truc qu'on utilise. Et il y avait une question spécifique sur les tiques. Du coup, vos traitements pour les tiques, c'est bien uniquement les huiles essentielles. Et il y avait aussi l'impact des tiques sur la santé des animaux. Concrètement, comment ça les impacte, les animaux, les tiques? Alors, quand il y en a beaucoup, donc ça peut se mettre aux cornes, là, comme ça. Et puis toute la descente sous la queue et jusqu'à la mamelle. Alors une fois, on a eu la pyroplasmose, je crois que c'était, et c'est transmis par les tiques. Donc voilà, on a eu une vache qui a eu ça, il y a genre 10 ans, en gros. Enfin, ouais, c'est à peu près ça. Voilà, donc on sait que ça peut transmettre ça. Ça donne l'impression que ça les gêne, voilà. Mais elles ne nous le disent pas clairement. Ok. Il y a une question sur est-ce que vous faites partie d'un GI2E zone verte, par exemple, et peut-être plus globalement, est-ce que vous faites partie de démarches collectives sur ce sujet-là, ou d'animation de groupe? Alors, le GIE Zone Verte, je pense que c'est eux qui avaient dû faire une des formations qu'on avait faites sur le parasitisme et les solutions alternatives. Et il me semble, j'ai un nom comme ça, alors, tout à l'heure qui est revenu, Nathalie Laroche. Je crois que c'était elle qui était venue et qu'elle fait partie du GIE Zone Verte. C'est pas GI2E, hein, je crois que c'est GIE, Groupement d'intérêt économique. Ok. Et les GI2E, alors on en avait un qui s'était créé autour des questions d'abattoir et tout ça, mais le parasitisme n'en faisait pas partie. C'est vrai que ça ne s'est pas monté par, chez nous. Il y a, de la part de collectivités un projet, mais qui n'est pas complètement lancé et qui n'est pas complètement abouti sur de la réflexion entre un territoire, des insectes, des oiseaux et des hommes, là, TIOH, qui vaudrait le coup en fait de remettre en avant parce que c'est vrai que c'est des pratiques. On a une pratique dans nos fermes, chacun individuellement, et voilà, et ça a un impact sur nos fermes et sur l'extérieur. Donc c'est vrai que on a l'impression que si on peut essayer de ne pas perturber la biodiversité en dehors de nos fermes. Bon, déjà, sur nos fermes, c'est quand même intéressant d'en garder, voilà, mais c'est chez nous. Mais voilà, dans les estives, ça se diffuse. Alors, à la visite qu'il y avait eu l'année dernière, là, le sujet avait été abordé. Bon, il y a un peu des fois des controverses sur est-ce que c'est vraiment dû aux antiparasitaires. Voilà. De toute façon, quand il y a des évolutions d'animaux, des baisses de biodiversité ou quoi, il y a toujours la question quel est l'élément qui engendre ça. Donc, voilà. Est-ce que c'est vraiment les antiparasitaires ou pas? Bon, ça vaudrait le coup hein, de le montrer plus clairement. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de l'agriculture qui a du mal à se dire que la biodiversité, c'est important. À chaque fois qu'on rajoute des règles, ça peut des fois être mal vécu. Mais ouais, c'est difficile de faire abstraction de ça et de se dire que non, c'est peut-être autre chose. Bon, voilà, moi, je pense que les antiparasitaires ont vraiment un rôle fort sur la biodiversité et sur tout ce qui nous entoure. Et il y avait une question justement par rapport à ces démarches-là, où il y a une question de comment aborder ce sujet-là, ou cette question-là, avec des éleveurs qui n'auraient pas forcément été déjà sensibilisés. Enfin voilà, comment est-ce que on pourrait sensibiliser davantage les éleveurs sur cette pratique? Déjà, c'est un peu aussi pour ça qu'on s'est dit, allez, ouais, ok, je veux bien participer
à ce que vous nous avez proposé là, c'est de savoir que c'est possible de faire sans. Enfin, euh, quand, on, quand on voit les pubs sur les magazines, il y a beaucoup d'antiparasitaires dans les pubs. Et quelque part, et puis on a toujours l'impression que si on ne le fait pas, ça va porter préjudice à nos animaux. Donc, comme on veut bien faire, enfin, l'envie c'est de bien faire au départ, euh, et que quelque chose qu'on a toujours fait, on peut se dire que ben, en fait, c'est pour ça que ça va. Et nous, quelque part, la chance qu'on a, c'est que on a un peu commencé sans trop s'en rendre compte, quoi. Et ça a fonctionné. Enfin, donc déjà de savoir que c'est possible et que voilà, il y a des troupeaux qui le font plus et qui vont bien quand même. Hein. Ben, enfin, pour moi, c'est ça qui peut euh, mettre la puce à l'oreille et se dire bah tiens ouais peut-être je pourrais essayer de faire ça. Alors ce qu'il y a c'est que un troupeau qui aurait eu enfin qui a depuis tous les ans un antiparasitaire ou des antiparasitaires et qui tourne comme ça euh, de but en blanc arrêté, enfin c'est sûrement risqué, mais peut-être baisser ou peut-être déjà que tous ceux qui ont des landes à côté de chez eux ou des bois les réincluent, les utilisent, enfin, se disent c'est des endroits où il y a des choses à faire. Et en incluant ça en évitant les retours trop fréquents sur les mêmes parcelles, ben voilà, ça peut se tenter. Enfin, c'est quelque chose à avoir à l'esprit, y compris dans les conseillers. Il y a des gens qui passent voir dans les fermes, de se dire que c'est possible de faire ça. Voilà. C'est la première étape. Et ben, du coup, il y a eu une remarque aussi dans ce sens-là d'un éleveur installé en bovin là, depuis 10 ans qui dit qu'il n'a jamais utilisé d'antiparasitaire, grâce notamment au pâturage tournant. Bon, après, d'après lui, ça fonctionne. Et il y a aussi une remarque là, du CEN Occitanie, donc qui précise aussi que le déclin de la biodiversité, c'est vraiment multifactoriel, mais il y a quand même beaucoup d'études sur le sujet des bousiers qui montrent l'impact direct entre notamment produits antiparasitaires, avermectine et leur déclin. Et peut-être, il y avait une question notamment sur la démarche TIOH. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce qu'a priori, j'ai l'impression que le constat là, de Jean-Claude Ponce, c'était que même dans les zones reculées, a priori préservées, comme les prairies, les estives et autres, on observait aussi un effondrement de la biodiversité, alors que voilà, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de changement d'affectation des sols, etc., qui sont on va dire les menaces classiques. Mais est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus avant qu'on clôture le séminaire? Alors ben là, c'est Jean-Claude qui pourrait le dire mieux. Je pense que l'objectif, alors le constat, voilà, c'est vrai que le déclin de la biodiversité dans les espaces agricoles, il est clair et net, et y compris dans les estives. Alors voilà, Jean-Claude, il retient toujours les chiffres, mais moi pas. Mais en gros, dans des mares de montagne d'estives, il peut y avoir certains types d'animaux avec des chutes de, de, de nombre de populations terribles. Et voilà, c'est des lieux où il ne se passe pas grand-chose d'autre que le passage de vaches éventuellement euh, avec des antiparasitaires dessus, quoi. Et c'est vrai que c'est un élément à continuer à creuser. Et ce qu'il y a, c'est que c'est réussir à faire partager le constat de façon globale et d'avoir une adhésion et que des personnes aient envie de le faire. Parce que si c'est rajouter des normes et tout ça, vu que déjà celles qui existent ont du mal à passer, ce serait compliqué. Donc ouais, de rassembler et de faire discuter, en fait, TIOH, il y a un côté comme ça, c'est mais bon,
ça n'a pas été développé et mis en action de façon totale et complète. Peut-être que ça attend des discussions comme ça une reprise d'un plus large, d'augmenter le groupe, quoi, qu'il y ait plus de personnes qui soient prêtes à travailler dessus, sachant qu'il y avait un volant qui avait été fait sur le côté vigne, et où c'était comment ça s'appelle, les conseillers des caves coopératives qui avaient été formés, qui avaient intégré les évolutions souhaitables et qui s'en étaient fait, eux, le relais vers les viticulteurs. Et c'est vrai qu'il faudrait réussir à faire la même chose côté élevage. Merci Daphné. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est la recette des produits à base d'huile essentielle. Combien est-ce que tu mets d'huile essentielle pour combien d'huile de tournesol, qui est un peu le solvant utilisé pour Ouais. mélange? Ouais. Alors, en fait, donc voilà, l'objectif, c'est que chaque vache ait 1 millilitre sur elle. Sur la quantité de ce qu'on met sur le dos, on arrive bien à mettre 30 millilitres, ça va bien. Donc, il faut se faire le ratio. Je vais utiliser 30 millilitres pour le dos de l'animal. Et donc, je prends mes millilitres d'huile neutre, hein, et j'y ajoute mes quantités d'huile essentielle. Donc voilà, moi je sais, je vais avoir 100 animaux à faire, je veux tant par animal. Enfin, voilà, je me fais ma petite feuille, je vais mettre tant sur le dos, je compte à peu près 10 millilitres dans le vaporisateur là, pour que du coup elles aient 40 millilitres au total chacune. Et, et souvent je prépare à peu près 5 litres de mélange, huile essentielle, huile de base, support. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes encouragé, accompagné par les vétérinaires sur ces pratiques-là? Oui, donc nous, on a des vétérinaires ruraux qui viennent d'Espagne et qui sont complètement ouverts à d'autres façons de faire, d'autant plus que ils connaissent nos animaux et ils voient qu'ils vont bien. Euh, on aurait des animaux pas en forme, je pense qu'ils n'auraient peut-être pas la même façon d'envisager les choses. Là, ils voient qu'on a un troupeau qui va bien et, et donc les méthodes utilisées, elles se valident d'elles-mêmes, on va dire, quoi. Ok. Écoute, merci beaucoup, Daphné. On vous propose d'en rester là et de clôturer ce webinaire. On va prendre un peu en compte, là, il y a pas quelques questions techniques là, très spécifiques qu'on n'a pas répondu. On, on fera une FAQ et on vous enverra ça. Il y a aussi les liens vers la démarche TIOH. Donc voilà, si vous voulez recevoir un peu nos actualités, nos travaux, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter trimestrielle qui s'appelle Transistor. Et voilà, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet, solagro.org. Voilà, on espère vous voir bientôt pour un nouveau webinaire OSAE ou d'autres webinaires qu'on organise sur d'autres sujets. Merci à tout le monde et merci beaucoup Daphné pour ton témoignage. Avec plaisir. C'est assez frustrant. Moi, j'arrivais pas à lire les questions. J'ai dû en lire 3 au fur et à mesure. Donc, il y a plein de trucs que j'aurais pu peut-être dire, mais que j'ai pas forcément vu. Donc, pas hésiter à me redire, Louis, s'il y avait des questions qui méritaient de s'y repencher. J'aime bien partager. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, bon après-midi à tout le monde.